Devenez propriétaire sereinement et en faisant de grosses économies. Bonjour, je suis Pierre-Alexandre, fondateur de Coachimo, et aujourd'hui jusqu'à la fin du mois de juillet, j'organise un événement, donc juillet, le mois de l'immobilier. C'est des vidéos en direct tous les jours qui vous permettent de récolter un maximum d'informations sur tout ce qui est le parcours d'achat pour devenir propriétaire sereinement et en faisant de grosses économies. C'est pour vous si vous êtes actuellement en cours d'une acquisition immobilière, que ce soit pour votre résidence principale, pour l'achat d'une maison, d'un appartement, d'une résidence secondaire, pour vos vacances par exemple, ou d'une résidence locative, simplement faire un placement immobilier. Donc voilà, ça s'adresse à vous si vous êtes dans ce parcours d'achat, de la recherche jusqu'au financement. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 étapes pour devenir propriétaire sereinement. Quelques informations à ne pas oublier, et pendant tous ces trois semaines qui vont se dérouler sur des vidéos live tous les jours, vous aurez des informations complémentaires. Donc je vous invite à vous abonner simplement donc à la page pour avoir simplement donc les vidéos en direct. Donc ça va vous permettre d'obtenir des petites informations, des petits tips qui font que votre projet sera simplement donc banal à soit très rentable pour la résidence locative ou faire beaucoup d'économies et surtout pas se tromper, puisque la plupart de mes clients, donc 90%, ont peur de se tromper, de faire une erreur à l'achat, d'avoir des vices cachés, des choses comme ça. Et il y a des choses à savoir qui permettent en fin de compte de découvrir tous ces petits problèmes en fait qui pourraient en devenir des grands par la suite. Donc, dans un parcours d'achat immobilier, forcément, il y a plein de choses à savoir. Globalement, le parcours en lui-même est assez connu pour le coup et il démarre par la recherche. Donc la recherche de biens immobiliers, souvent et à 90-95% du temps maintenant, ça commence directement sur Internet. Vous comme moi, on connaît les sites de petites annonces ou les grands réseaux et on se pose pas forcément de questions, on va directement sur Internet. On se dit, bah tiens, aujourd'hui j'ai un appartement qui fait 70 mètres carrés dans telle ville ou à tel endroit. Et puis je l'ai en location, donc j'aimerais en devenir propriétaire. Je vais regarder ce qu'il y a, à quel prix pour 70 mètres carrés. Donc on fait des recherches sur des critères simples. La plupart du temps, on se pose pas forcément la question du financement, ce qui est selon moi une erreur dans le sens où le financement c'est quelque chose qui va forcément être obligatoire à un moment donné pour 98% des projets. Seulement 2% des projets aujourd'hui sont autofinancés ou sont payés cash. Donc ça commence par des recherches et également des visites. Et je peux rajouter un S parce que généralement on fait plusieurs visites puisque l'achat coup de cœur c'est relativement rare finalement, ça représente à peine 15-20% des acquisitions. Donc on fait des visites et dans ces visites là on se pose pas la question, on arrive donc si c'est une maison on arrive soit sur une maison de ville dans la rue ou sur un terrain si c'est une maison plus en campagne ou dans le terrain si c'est une maison de ville assez grande pour le coup les premières visites se découlent d'une manière assez simple, c'est-à-dire que on se pose pas forcément de questions, on arrive, j'ai regardé la maison, elle fait 100 mètres carrés, il y a 3 chambres, un grand séjour salon avec la cuisine, des choses comme ça. Et on voit réellement ce qui nous intéresse puisque on a recherché 3 chambres, on a recherché 100 mètres carrés, on a recherché un garage, un balcon, un terrain parfois, assez grand ou pas. Et finalement, on reste focalisé sur ces choses-là et on va pas forcément beaucoup plus loin. Alors que lors des visites, c'est vraiment là où il faut récupérer un maximum d'informations. On va y revenir pendant tout ce mois de juillet du coup, puisque il va y avoir des journées qui vont être consacrées à ça et qui vont tourner du coup autour de la visite, des choses importantes, des choses à demander, des choses à faire aussi. Puisque moi je préconise plusieurs méthodes avant la visite, pendant la visite et après la visite. Et avant la visite, souvent on oublie mais on ne pose pas de questions en fait. Et parfois on visite dans le vide. Mais il y a quand même pas mal de questions à avoir et les questions sont assez simples finalement à découvrir. Une fois qu'on a trouvé le bien qui nous plaît, et ça c'est bien ça, du coup on va aller simplement, si c'est une agence, faire une proposition. Si c'est un vendeur, lui simplement lui donner un prix sur lequel on pourrait négocier.
Donc, on arrive à cette étape de la négociation. Et l'étape de la négociation, dans la plupart des cas, quand elle est réalisée par une agence, elle est réalisée souvent de manière partiale parce que beaucoup d'agences immobilières aujourd'hui préconisent le contact vendeur au contact acquéreur. Moi-même, quand j'étais dans un grand réseau immobilier, je privilégie régulièrement le contact vendeur. Pourquoi? Parce que le contact vendeur parle plus que le contact acquéreur. Le vendeur en lui-même va très souvent vous recommander vers d'autres personnes. Et puis, je pense que c'est votre cas. Si vous avez quelqu'un qui a fait un travail exceptionnel, qui vous a mis en confiance, en sécurité, eh ben, vous allez d'autant plus le recommander et parler en bien de lui. Et très souvent, les problèmes d'une agence immobilière, surtout en ce moment, et c'est peut-être votre cas, c'est de trouver des biens. Et le fait de trouver des biens, signer des mandats, c'est ce qui représente finalement une grande partie du travail de l'agent immobilier. Sur mon quotidien à moi, ça représentait la recherche de biens. Découvrir le bien en lui-même, pouvoir avoir un produit qui soit finalement... Alors, produit, c'est un bien immobilier. Hein, dans le milieu, on appelle ça un produit. Qui soit le plus présentable possible et avoir les meilleures informations possibles parce que quand un client vient pour visiter et qu'on n'a pas les informations, bah ça fait pas top quoi. Donc ça représentait un peu plus de 60-65% de mon temps quand même et les visites finalement représentaient que très peu de temps. Après vient effectivement les compromis, donc ça ce sont des choses qu'on verra également après parce que c'est pareil, c'est une chose qu'on néglige et c'est tout de suite après ça. Hein. Après la négociation. Ce sont des choses qu'on néglige puisque par manque de connaissances très souvent ou par peur d'oser. Et peur d'oser dans la négociation, c'est dommage. Parce que très souvent, c'est ce qui va faire que tel ou tel bien, cette maison par exemple qui vaut, je vous dis une bêtise, mais 180 000 euros, et qui ne rentre pas dans votre budget puisque votre budget c'était 170. Il y a peut-être des choses à savoir sur le bien en vente en lui-même, sur le contact vendeur, peut-être avec l'agence ou pas en direct, ça dépend. Des choses à savoir qui vous permettraient en fin de compte de peut-être négocier au mieux. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, notamment chez Century 21, c'est que quand j'y travaillais, c'est qu'en termes de négociation, les gens ne négocient que très peu. Et en fin de compte, pensent que on peut pas avoir beaucoup d'axes de négociation. La négociation en moyenne en France jusqu'en 2018-2019, c'était 4,9% de taux de négociation. Aujourd'hui, ça a un petit peu chuté parce que le marché est vraiment très tendu et que dans beaucoup de grandes villes, notamment ici, donc moi je suis en Normandie, donc à Caen, et en Normandie, en centre-ville de Caen par exemple, c'est compliqué de trouver des biens qui autrefois étaient assez abordables, aujourd'hui coûtent 20% plus cher parce que finalement il y a peu d'offres et beaucoup de demandes en cette période. Et donc du coup, ça pousse aussi sur le fait que on a du mal à négocier. Il y a des choses à savoir en termes de négociation et notamment 3 méthodes que je vais vous apprendre également pendant ces vidéos-là, qui font que on peut très rapidement obtenir des baisses de prix assez intéressantes. Et quand j'ai refait moi le détail de l'ensemble des offres que j'ai fait passer quand j'étais agent immobilier, la moyenne de mes taux de négociation était entre 7 et 9%. 7% pour les appartements et 9% pour les maisons. Donc c'est quand même largement au-delà de ce qui est fait en moyenne sur le territoire. Donc il y a quand même des choses à faire, des choses à savoir pour en profiter. Ce qui fait que la négociation, si elle est réussie, après ça va vous amener à la signature du compromis et donc potentiellement à la demande de crédit. Vous m'excuserez pour la qualité du dessin, je ne suis pas dessinateur, et également pour mon écriture, puisque j'ai une écriture assez sommaire depuis que je suis né. Une écriture de médecin, m'a-t-on dit, sans avoir le diplôme fatalement, puisque du coup, moi, c'est l'immobilier et le financement. Donc, on arrive au crédit. Là, c'est pareil. Sur le crédit, alors très souvent, c'est une étape qui fait qu'on a notre premier contact avec le banquier à ce niveau-là. Et c'est dommage, parce que le premier contact avec le banquier, pour moi, il ne doit pas arriver là, il doit être là. C'est-à-dire en dessous de recherche et visite. C'est-à-dire que le premier contact pour le financement, quand on en a besoin, c'est que ça doit être la première chose qu'on doit voir. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être aujourd'hui des crédits conso
vous avez peut-être aujourd'hui, peut-être un crédit IMO par exemple, c'est peut-être bête, mais il y a peut-être d'entre vous qui sont propriétaires et qui veulent simplement vendre la première pour acheter la deuxième, ou vous en avez une et vous voulez en acheter une deuxième. Donc par exemple, acheter une maison de vacances ou acheter un appartement à louer, une maison à louer. Donc faire un investissement tout simplement. Et ne pas aller voir son banquier au début, en fin de compte, c'est vraiment alors ça peut se tirer une balle dans le pied, mais surtout c'est dommage parce que vous allez générer un climat de confiance, notamment avec les banques peut-être que vous connaissez. Alors maintenant, un conseiller, ça change tous les 3-4 ans, c'est très souvent partout pour le coup. Mais il y a peut-être eu déjà des contacts et il vous aura peut-être amené des petites informations. Des informations sur le financement, parce qu'il va vous dire, écoutez, selon votre âge, selon votre capacité d'endettement, on peut prendre un crédit sur 20-25 ans par exemple. Aujourd'hui, le 25 ans est assez courant pour le coup. Sachant que la moyenne, je crois, des crédits sur de l'immobilier, ça doit être c'est entre 18 et 21%, si je dis pas de bêtises. Entre 18 et 21 ans d'endettement, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ici, vous allez avoir des informations avec le banquier qui va être votre capacité de financement, c'est-à-dire votre enveloppe de prêt. Dans votre enveloppe de prêt, le banquier va vous dire, écoutez, vous pouvez emprunter tant. Vous pouvez emprunter 170 000 € sur l'exemple initial. Dans ces 170 000 € que vous pouvez emprunter, vous avez 5 000 € d'apport, ou pas d'apport par exemple, on va dire 5 000 € d'apport. Donc vous avez 175 000 € de capacité. Vous allez avoir, dans tous ces frais-là, dans toute cette enveloppe-là, vous allez avoir des frais. Les frais de notaire qu'il va falloir retirer. Vous allez avoir des frais d'agence parfois qui sont à retirer ou pas. Et peut-être des travaux aussi par exemple. Et ça souvent, quand on ne le sait pas ici, mais on peut intégrer des travaux, que ce soit des menus travaux ou des travaux de rénovation. Et si ça, on ne le sait pas dès le départ, c'est bête, mais vous allez avoir un problème sur votre capacité d'emprunt, dans le sens où il faut savoir que quand on finance des travaux, le montant des travaux ne rentre pas dans les frais notaires, fatalement. Alors c'est peut-être bête de le dire comme ça, mais beaucoup de personnes l'oublient. Et vous allez avoir une capacité qui va être différente, puisque les frais notaires étant plus bas en fonction des travaux, vous allez avoir la possibilité d'acheter une maison plus chère. Donc ça, ce sont des choses à savoir. Et si vous n'avez pas contact initialement, vous ne savez pas. On va vous donner à la rigueur une enveloppe de prêt en allant sur un site internet avec un simulateur. Vous mettez vos revenus, mais encore, vous allez mettre vos revenus parce que vous connaissez vos revenus. Mais toutes les banques ne calculent pas la capacité d'endettement de la même façon. Vous allez avoir des banques qui vont prendre simplement votre avis d'impôt, qui vont prendre le montant fiscal de toute fiscalité déduite. Et en gros, ça va être votre net d'impôt qui va être divisé. Vous allez avoir des banques qui vont calculer autrement, qui vont prendre simplement votre cumul à l'année et le diviser également. Mais ça ne rend pas forcément compte de votre capacité, puisque vous pouvez peut-être avoir des choses qui se déduisent et d'autres choses qui s'ajoutent. Par exemple, si vous avez déjà certains placements financiers ou certains placements immobiliers. Donc, c'est important de tout prendre en compte et d'avoir un dossier dès le départ pour aller voir sa banque. On arrive ici, donc on a fait la demande de financement avec le banquier ou avec le courtier par exemple. Donc moi, je suis courtier en financement immobilier. Et une fois qu'on a fait donc cette demande de financement et qu'on a obtenu le financement en lui-même, on va aller chez le notaire qui va faire ce qu'on appelle un appel de fonds et puis il va dire moi je prends tant pour moi, tant pour le vendeur, tant pour l'agence. Enfin c'est le notaire généralement qui s'occupe de tout. Généralement moi en tant que conseiller financier, je suis en lien directement avec le notaire pour être sûr que tout se passe bien. Mais ça c'est pareil. Vous pouvez le faire vous-même en posant d'autres questions et en ayant suivi chacune des étapes et à quel moment. Ça c'est pareil, c'est assez simple, mais ici la majorité des gens ne le font pas. C'est-à-dire quand je dis majorité, on s'approche quand même des 95 à 98% des personnes qui ne le font pas. Donc à savoir une majorité des projets. Et la plupart des projets aussi en France sont principalement pour des résidences principales, surtout en ce moment, et forcément quelques résidences secondaires et résidences locatives. Ça représente une part, certes, mais la majorité des projets aujourd'hui, c'est la résidence principale. Ce qui est assez normal et c'est assez commun partout en fait. Une fois qu'on a son prêt, qu'on a signé chez le notaire, super, on est propriétaire. Le tableau n'est pas assez grand. Donc là c'est super, on est propriétaire, on est sur son terrain ou dans son appartement avec un petit cocktail face au soleil. Ça c'est super. On est arrivé ici en ayant fait tout ce cheminement qui généralement prend entre 2 mois et demi et 3 mois. C'est un délai classique puisque
Parfois, vous allez avoir, quand vous allez visiter un bien, vous allez avoir ce qu'on appelle la préemption urbaine, c'est-à-dire la mairie peut préempter en disant bah non, moi je veux devenir propriétaire à la place de vous, pour le simple fait que ici, à la place de cette maison-là, je vais y mettre un rond-point. Bah ça arrive régulièrement. Vous allez avoir également parfois, alors notamment par exemple les grands terrains, quand vous avez des grands terrains qui sont au-delà d'un certain métrage ou dès le premier mètre carré agricole, donc je crois que c'est 2500 mètres carrés de terrain ou le premier mètre carré agricole, vous allez avoir une préemption, ce qui s'appelle SAFER. Et donc la SAFER, c'est un service qui gère le foncier pour les agriculteurs en fait. Et elle peut dire, bah écoutez, moi le terrain ici, il m'intéresse, donc je préfère le racheter à la place d'un tel. Très souvent, on a la préemption SAFER qui vient, mais c'est très rare d'avoir la SAFER qui préempte elle-même pour dire, bah non, moi j'achète à la place. Hein. Sur du foncier agricole, oui, sur la plupart des gens, je vous rassure, c'est que très rare. Donc on est arrivé propriétaire, on a notre terrain, notre petite maison, mais on n'a pas optimisé tout ça. C'est-à-dire que on s'est pas posé la question dès le départ de quelle question poser pour avoir telle réponse, et donc du coup de négocier au mieux. Donc la négociation en moyenne, moi sur mon secteur d'activité qui était Lisieux-Orbec et Pont-l'Évêque, notamment sur Lisieux-Orbec, j'étais à 12 000 € de négociation habituelle. Ça, c'est la moyenne que j'avais. Donc parfois, j'ai fait beaucoup plus de négociations pour mes clients acquéreurs. Donc moi, j'ai essayé d'être assez impartial entre le vendeur et l'acquéreur. C'est pas toujours simple. Et ici, les crédits en tant que courtier, donc ce que je fais encore aujourd'hui, il y a plein de petites choses à savoir qui vous permettent de faire des économies, et notamment sur les conditions d'emprunt, puisqu'aujourd'hui, on se dit le taux, le taux, le taux. Mais le taux, finalement, aujourd'hui, est tellement bas qu'il est difficilement compressible. Donc, je trouve ça bête aujourd'hui d'axer tous ces efforts sur le taux parce que le taux, c'est quelque chose de représentatif. C'est comme quand vous avez une belle bagnole, en fait. Bah, c'est bien de la sortir. Vous dites, ouais, bah, j'ai une belle voiture. Bah, pareil pour l'IMO. Oui, bah, j'ai un super taux. J'ai fait du 1,10 sur 25 ans. C'est bien, mais le taux, ça veut strictement rien dire. Et en fait, dans l'idée, c'est de pouvoir avoir les meilleures conditions puisqu'on va pouvoir jouer sur ce qui est assurance, sur du remboursement anticipé, sur des garanties spécifiques, sur de la caution, sur plein de choses en fait. Et aujourd'hui, on se pose pas la question et on a peur de séduire le banquier. Et ça, je trouve ça dommage. Donc ici, on peut faire des économies globalement et sur un projet en moyenne, si on cumule tout, on peut arriver assez facilement à 21 000 € d'économies sur l'ensemble du projet. Et donc 21 000 €, bah, ça finance quand même pas mal de choses pour le coup. Donc voilà. Maintenant, ce que vous devez faire, donc je vous invite à cliquer en description pour sécuriser votre place, puisque j'organise dans cette fin de semaine simplement donc une conférence qui s'intitule Les 7 secrets de l'achat IMO serein, qui vous permet en fin de compte d'avoir toutes les informations nécessaires pour devenir propriétaire sereinement et en ayant revu l'ensemble de ce parcours-là avec une meilleure négociation et également les meilleures conditions de crédit. Sachant qu'également, on verra aussi dès le départ qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir acheter sereinement, éviter les vices cachés ou les problèmes futurs. Également, éviter de se rendre compte trop tard que le bien finalement ne correspond pas à tel ou tel critère ou qu'il va poser tel ou tel problème. Donc voilà, donc vous cliquez dans la description pour avoir accès et sécuriser votre place pour cette conférence. Je vous invite également à poser l'ensemble de vos questions en commentaire pour simplement que je puisse y répondre lors de cette conférence. Et également, ça me permet aussi d'améliorer toutes les informations que je distille pendant l'ensemble de cet événement, donc le juillet pour le mois de l'IMO. Et donc faites-le parce que le nombre de places aujourd'hui vont être limitées pour le coup parce que c'est un problème technique tout simplement que je peux pas faire autrement. Donc cliquez dans la description pour vous sécuriser. Également, si vous avez demande d'informations, je vous invite à me contacter à ce numéro de téléphone, donc 06 95 36 38 23, ou alors simplement sur l'adresse email de Coachimo, donc c'est contact@coachimo.co. Vous pouvez également aller visiter le site coachimo.co sur lequel vous allez avoir l'ensemble des informations. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.